De tous les objets du cosmos, Les planètes, Les étoiles, les galaxies. les trous noirs sont de loin les plus étranges, les plus mystérieux et les plus puissants. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus stupéfiant dans l'univers. ils peuvent avaler une étoile tout entière. Les trous noirs émettent des jets puissants qui expulsent de la matière. Né d'une théorie étrange, Sur le dos d'une enveloppe, quelques gribouillis. comme solution farfelue à une équation insoluble. Une énigme mathématique. Einstein en personne contestait leur existence. Personne n'y a cru pendant longtemps. La nature ne marche pas comme ça. Les chercheurs sont pourtant parvenus à les étudier en observant les effets qu'ils produisent autour d'eux. Et peu à peu, les indices s'accumulent. C'est la preuve qu'il y a un trou noir. Plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Les avancées les plus récentes attestent que les trous noirs sont bien réels. C'était de la folie. Je me suis dit, alors. Mais que sont exactement ces trous noirs? Si l'on pouvait en visiter un, que verrions-nous? Leur puissance inouïe agit-elle sur la structure même de l'univers? Et s'ils n'étaient pas là, pourrions-nous exister? Quel périple! Il existe dans l'univers des objets apocalyptiques. Des engins de destruction aussi menaçants que mystérieux. Les trous noirs. Même les scientifiques qui les étudient les trouvent extraordinaires. Les trous noirs, c'est bluffant. Je suis sidérée qu'ils puissent exister. Les trous noirs bouleversent notre compréhension du monde. Ils sont le plus grand mystère de l'univers. Ils sont totalement invisibles, pourtant leur puissance dépasse l'entendement. Ils peuvent déchiqueter une étoile. Les trous noirs dévorent tout ce qui passe à leur portée. Mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Les trous noirs ralentissent même le temps. Ces objets, qu'on croyait trop étranges pour être réels, font voler en éclats nos connaissances en physique. Il semblerait pourtant qu'ils soient nécessaires à l'existence même de l'univers. Leur rôle dans le cosmos pourrait être fondamental. Que sont réellement ces objets bizarres, puissants et si stupéfiants? Où sont-ils? Et comment contrôlent-ils l'univers? La chasse aux trous noirs est ouverte. Et nous allons parcourir le cosmos et découvrir des lieux qui vont remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Là où l'espace, le temps et même la réalité sont plus étranges que la fiction. Nous commençons notre périple dans un lieu hors du commun. C'est ici, dans un coin isolé de l'État de Washington, qu'une expérience révolutionnaire a pour la toute première fois permis de détecter des trous noirs. Il y a plus de 50 ans, quelques scientifiques visionnaires imaginent une technologie qui n'existe pas encore. Leur quête semble impossible. Leur expérience est audacieuse et risquée. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais ils ont vu juste. C'est ici même qu'ils font une découverte sensationnelle. Tôt le matin du 14 septembre 2015, ils enregistrent un message. Ce message, le voici. Un tout petit bip. Mais ce bip est épique, monumental.
car le signal a parcouru plus d'1 milliard d'années-lumière pour nous parvenir. Sa source est très lointaine. Et voici ce que ça signifie. Quelque part dans le cosmos, il y a plus d'1 milliard d'années, 2 trous noirs massifs se tournent autour et vont entrer en collision. Progressivement, ils se rapprochent, tournoyant de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils se percutent. Les trous noirs génèrent des ondes qui se propagent dans l'univers, comme des vibrations sur un tambour. Un remous dans la trame de l'espace. La collision provoque une explosion colossale, 50 fois plus puissante que l'énergie produite par tout l'univers visible. Elle émet une onde, non pas de chaleur, de lumière ou de son, mais une onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. L'onde se propage à toute allure. Sur la jeune Terre, les supercontinents sont en train de se former. Des organismes microscopiques viennent d'apparaître. Elle déferle sur les galaxies, les unes après les autres. Sur la Terre, les dinosaures règnent en maître. L'onde poursuit sa course. Elle fuse à travers des nuages de poussière. Elle arrive en vue de la Voie lactée. C'est le début de la période glaciaire. L'homme est troglodyte. Il dessine sur les parois des cavernes. L'onde atteint les étoiles voisines de la Terre. Albert Einstein entre au collège. L'onde approche Alpha du Centaure. À minuit, le 13 septembre 2015, elle arrive à hauteur de Saturne. Enfin, plus d'1 milliard d'années après la collision des 2 trous noirs, l'onde gravitationnelle atteint la Terre. Elle est captée par 2 observatoires révolutionnaires qui tentent une expérience très ambitieuse. Voici LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. L'expérience, imaginée 50 ans plus tôt, a enfin atteint son objectif et vient d'ouvrir la voie à une toute nouvelle manière d'explorer l'univers. Depuis 400 ans, presque tout ce que nous avons observé dans l'espace nous parvenait sous la forme d'énergie électromagnétique. Mais ce petit bip a changé la donne. Car ce qui a frappé la Terre en septembre 2015, c'est une onde gravitationnelle, une déformation de la trame de l'espace. Aucune lumière n'a été émise, donc aucun télescope ne pouvait voir la collision. Seul un nouveau genre d'équipement pouvait la détecter. Cette onde est la première preuve de l'existence d'un des plus grands mystères de notre univers, les trous noirs. Nous avons tous entendu parler des trous noirs. Ils sont invisibles, puissants. Leur masse équivaut à 1 milliard de fois celle du Soleil. Et déroutants. Une entité physique infiniment dense. Pas de début, pas de fin. Ils attirent la matière et dévient la lumière. Approchez-en un, et la course du temps est altérée. La gravité est si intense qu'elle ralentirait les aiguilles d'une montre. Le temps deviendrait si lent pour vous que vous verriez tout l'avenir de l'univers se dérouler sous vos yeux. Plongez dedans et vous serez étiré comme un spaghetti. Vous seriez extrudé à travers la trame de l'espace-temps, comme du dentifrice qui sort d'un tube. Aujourd'hui, nous en savons bien davantage sur les trous noirs. Mais plus on avance, et plus ils sont mystérieux. Ce sont des objets extraordinaires, mais nous manquons de connaissances pour les décrire. Même quand vous pensez les comprendre, ils restent hors de portée. Now, gravity's at maximum.
Les trous noirs ont une réputation redoutable. Et les films de science-fiction ne s'y sont pas trompés. Mais que sont réellement les trous noirs? Et d'où viennent-ils? Vous les imaginez peut-être comme ceci. Un objet. Mais non. C'est un trou dans la trame de l'espace. Un endroit où il n'y a rien, hormis la gravité, à son degré le plus extrême et le plus oppressant. Donc, si les trous noirs sont l'expression la plus extrême de la gravité, il nous faut avant tout expliquer ce qu'est la gravité. La gravité, on la vit au quotidien. Elle gouverne notre existence. Et pourtant, pendant très longtemps, son fonctionnement est resté un grand mystère. Il y a plus de 300 ans, Isaac Newton était fasciné par le comportement des corps en mouvement. Ce qui l'a amené à énoncer ces lois du mouvement. Elles fonctionnent si bien qu'on les utilise encore aujourd'hui. Mais les lois de Newton expliquent les effets de la gravité, mais pas sa nature. C'est là qu'intervient Albert Einstein. Comme Newton, il étudie le mouvement des objets et se demande ce qu'est vraiment la gravité. Est-ce une force ou autre chose? Voici ce qui l'intrigue. Prenez cette pomme. Je ne peux pas la déplacer sans la toucher. Mais si je la lâche, elle se déplace vers le sol. Maintenant, si je retire ma main, ainsi que le sol et tout ce qui se trouve en dessous, que se passe-t-il? La pomme n'en finit pas de tomber. Einstein a compris que la gravité avait un rapport avec la chute. À présent, lorsque je lance la pomme, elle retombe en décrivant une courbe. Mais imaginez que je puisse la lancer beaucoup plus fort. Si j'arrive à accélérer sa vitesse, disons jusqu'à 27 000 km/h, sa trajectoire sera identique à la courbure terrestre. La pomme sera en orbite, en chute libre, tout comme la Station spatiale internationale et les astronautes qui se trouvent à son bord. D'après Einstein, la pomme, ainsi que la station et les astronautes, sont en chute libre le long d'une trajectoire courbe. Qu'est-ce qui rend cette trajectoire courbe? La masse de la Terre. Einstein a élaboré un concept prodigieusement simple. L'espace et le temps sont déformés par la Terre, le Soleil et tous les autres objets de l'univers. Donc, selon Einstein, la masse de chaque objet courbe l'espace qui l'entoure. Voilà la théorie d'Einstein. Il n'y a plus de force. Il n'y a que des objets qui déforment l'espace-temps et d'autres qui s'y déplacent en empruntant le chemin le plus direct. Tous les corps en mouvement suivent les courbures de l'espace. Alors comment la Terre déplace-t-elle la pomme sans la toucher? La Terre déforme l'espace. Et la pomme tombe le long de ces courbures. Voilà, d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, ce qu'est la gravitation, la courbure de l'espace. Et c'est en comprenant cette distorsion de l'espace par la masse d'un objet qu'on en arrive directement au trou noir. Mais Albert Einstein n'est pas le premier à avoir établi un lien entre la gravitation et les trous noirs. On le doit à un autre scientifique. Karl Schwarzschild était un astronome allemand qui dirigeait l'observatoire de Potsdam en Allemagne. Dès l'adolescence, il s'amusait à calculer les détails complexes des orbites planétaires. En 1915,
Au moment où Albert Einstein livre au monde sa théorie de la gravitation, Karl Schwarzschild est dans l'armée allemande, en train de calculer des trajectoires de tir d'artillerie. Quelques semaines après la parution du livre d'Einstein, Schwarzschild, sur le front russe, se l'est procuré et s'est lancé dans le calcul du champ gravitationnel d'une étoile. Einstein s'en était approché par une série d'approximations. Mais Schwarzschild, sur la ligne de front, au milieu des tirs et des bombes, a calculé la solution exacte aux équations d'Einstein. Et il la lui a envoyée. Einstein était sidéré. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle solution puisse exister. Mais Schwarzschild ne s'arrête pas là. En résolvant ces équations, il fait également une découverte qu'Einstein n'avait pas du tout anticipée. Schwarzschild a dit « Je peux calculer à quelle distance d'un objet gravitationnel s'établit une sorte de frontière. » Mathématiquement, Schwarzschild concentre une masse, par exemple une étoile, en un point unique. Puis il calcule comment cette masse courberait l'espace et dévierait des rayons lumineux passant à proximité. Toujours par ses calculs, il a dirigé des particules de lumière ou de matière vers ce point. Et il a constaté qu'une frontière tout autour arrêtait les particules. Elles disparaissaient. Le temps s'arrêtait. L'astronome allemand découvre que la concentration extrême d'une masse déforme l'espace au point de créer une zone de non-retour. Tout ce qui pénètre dans cette zone se retrouve piégé, incapable d'en sortir, même la lumière. C'est comme un piège à cafards. On peut y entrer, mais pas en sortir. Une fois cette limite franchie, il est impossible de faire marche arrière, ni d'envoyer le moindre signal vers l'extérieur. On a un véritable trou dans l'espace-temps. Karl Schwarzschild découvre que n'importe quelle masse comprimée en un espace suffisamment restreint crée ce qu'on nomme aujourd'hui un trou noir. Mais Albert Einstein, dont la théorie de la gravitation prédit pourtant un tel phénomène, refuse de croire à son existence. Einstein pensait que la nature ne fonctionnait pas comme ça. Cette idée ne lui plaisait pas. Karl Schwarzschild tombe malade et meurt sans avoir eu le temps de développer davantage sa propre théorie. 2 ans et demi plus tard, en novembre 1918, la guerre prend fin. L'étrange sphère théorique découverte par Karl Schwarzschild semble condamnée à l'oubli, comme une simple note de bas de page dans les annales de l'histoire. Mais au cours des décennies suivantes, les physiciens percent les secrets de l'atome et découvrent comment la fusion des atomes alimente les étoiles. C'est la fusion nucléaire. Une hypothèse voit le jour. Et si les trous noirs avaient pour origine les étoiles? Mais il faudrait que les étoiles en question soient colossales. Les étoiles naissent en essaim, avec toute une variété de tailles et de masses. Il y a des milliers de petites étoiles, et quelques grosses, incroyablement massives. Les étoiles sont similaires à des êtres vivants. Comme nous, elles ont des cycles de vie. C'est en étudiant le cycle de vie des étoiles que dans les années 30, 2 visionnaires, Subrahmanyam Chandrasekhar et Robert Oppenheimer, découvrent que les étoiles les plus massives ont une mort très différente des plus petites. Le cycle de vie d'une étoile dépend de sa masse. C'est la masse qui détermine ce qui arrivera lorsque l'étoile aura consommé tout son hydrogène. Toutes les étoiles commencent par brûler de l'hydrogène, l'atome le plus léger. La fusion des atomes d'hydrogène produit de l'hélium, puis des éléments plus lourds.
La force de gravité cherche à écraser la masse de l'étoile. Mais la quantité colossale d'énergie libérée vers l'extérieur par la fusion empêche l'étoile de s'effondrer. Les étoiles sont stables parce que la pression vers l'extérieur due à la fusion nucléaire est contrebalancée par la force gravitationnelle. Les petites étoiles ne peuvent pas fusionner d'éléments plus lourds que l'hélium. Mais chez les plus massives, la fusion se poursuit pour former des atomes de plus en plus lourds, jusqu'à l'élément fer. Le fer est un élément si massif. Son noyau contient tellement de protons que sa fusion ne produit plus d'énergie. Le fer est une voie sans issue pour les étoiles, car la fusion d'atomes plus lourds consomme davantage d'énergie qu'elle n'en produit. Et sans cette énergie pour alimenter l'étoile, il n'y a plus rien pour contrer la gravité. La gravité triomphe et l'étoile s'effondre sur elle-même. Très rapidement, des milliers de milliards de tonnes de matière se compactent, viennent heurter le noyau très dense de l'étoile et rebondissent. Les couches extérieures sont expulsées en une explosion cataclysmique. Une supernova. Qui dit masse, dit gravité. Lorsque le cœur de l'étoile est très massif, rien ne peut stopper la gravité. Il n'existe aucune force capable d'empêcher l'effondrement en un point infiniment petit. La force de gravité écrase le noyau de l'étoile et réduit son diamètre jusqu'à comprimer sa masse en un point infiniment petit. Un trou noir. C'est ce que dit la théorie. Mais bon nombre de physiciens restent sceptiques. Einstein, Eddington et tous les éminents astrophysiciens des années 30 à 50 ne croyaient pas à l'existence des trous noirs. Pour eux, ce n'était qu'une solution à une énigme mathématique. Il a fallu du temps pour qu'on se décide à chercher des trous noirs. Il faudra attendre les années 60 pour que l'idée selon laquelle une supernova peut créer un trou noir soit enfin prise au sérieux. C'est le physicien John Wheeler, enseignant à Princeton et autrefois lui-même sceptique, qui affuble ces objets invisibles d'un nom qu'il emprunte à l'histoire, le trou noir. Le terme trou noir vient d'Inde. C'était le nom d'une prison tristement célèbre de Calcutta. Mais personne n'a encore jamais détecté la moindre preuve d'un trou noir. Puis, en 1967, une étudiante en thèse, Jocelyn Bell, découvre une étrange et minuscule étoile morte qui émet une très faible lueur. Une étoile à neutrons. Reste froid de l'effondrement d'une étoile, l'étoile à neutrons conforte les astronomes dans l'idée que les trous noirs, vestiges d'étoiles beaucoup plus massives, pourraient également exister. 50 ans après la démonstration de l'existence théorique des trous noirs par Karl Schwarzschild, les scientifiques ont identifié un mécanisme qui pourrait être à l'origine de leur formation. La mort d'étoiles massives. Les supernovas, ces gigantesques explosions d'étoiles très massives, créent les trous noirs. Toute étoile dont la masse équivaut à environ 10 fois la masse du Soleil ou plus finira en trou noir. Notre galaxie regorge de petits trous noirs stellaires, cadavres de plusieurs générations d'étoiles disparues. À quoi ressemblent ces cadavres stellaires invisibles? Imaginez que j'explore l'espace à bord d'un vaisseau spatial doté d'une technologie très avancée me permettant d'approcher un trou noir dans notre voisinage galactique. Celui-ci n'est pas très important. 10 masses solaires seulement. 10 fois la masse de notre Soleil. Comme tous ses semblables, il possède un horizon des événements
qui délimite la zone d'obscurité. C'est la frontière découverte par Karl Schwarzschild, la région où la gravité est si forte que plus rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Et c'est là que nous nous rendons. À notre approche, des phénomènes étranges se manifestent. Regardez les bords du trou noir. Les étoiles plus distantes se déforment et s'étalent en un cercle. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. La force de gravité du trou noir est si intense qu'elle courbe les rayons lumineux. C'est pourquoi un simple point de lumière, comme une étoile, nous parvient brièvement sous la forme d'un cercle autour de l'horizon des événements. Je m'enfonce dans le puits gravitationnel du trou noir et nous allons bientôt en ressentir les effets. L'intensité de la force gravitationnelle ralentit le temps. Du point de vue d'un observateur sur Terre, je semble ralentir. Mais de mon point de vue, c'est le temps sur Terre qui accélère. Imaginons que je cherche à m'approcher davantage en effectuant une sortie extravéhiculaire. La manière dont le trou noir ralentit le temps va encore s'intensifier. Pour illustrer ce ralentissement, je vais allumer un stroboscope. Il clignote une fois par seconde. D'ici, je distingue l'horizon des événements qui se rapprochent. Ma lampe clignote normalement. Mais si vous me regardez depuis le vaisseau, plus j'approche du trou noir et plus je semble ralentir. Il y a maintenant un temps infini entre deux flashs. On dirait que je suis quasiment immobile. Alors que pour moi, tout est normal, même lorsque j'atteins l'horizon des événements. Si l'on patientait suffisamment, quelques millions ou milliards d'années, mon vaisseau me verrait finalement disparaître, à tout jamais. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Personne ne le sait. Et même si je le découvrais, je ne pourrais jamais revenir vous le dire. Mais une chose est sûre, si de l'extérieur les trous noirs ne sont qu'un puits obscur, à l'intérieur, c'est tout le contraire. Je suis ébloui par la lumière de la galaxie qui a été aspirée derrière moi, et c'est la toute dernière chose que je verrai. Car malheureusement, mon aventure s'arrête ici. Maintenant que j'ai franchi l'horizon des événements, je chute vers le centre, là où est concentrée toute la masse du trou noir. Mon corps commence à être étiré. Alors que je tombe, l'effet de la gravité devient plus grand à mes pieds qu'à ma tête, et mon corps continue à s'étirer. Il va devenir aussi fin et long qu'un spaghetti. Puis il se désagrégera en particules élémentaires qui seront elles-mêmes comprimées en un point infiniment petit. C'est ce qu'on appelle la singularité. Ici, toutes nos connaissances sur l'espace et le temps sont pulvérisées. Mais peut-être que ce trou noir, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas les 65 km, est en son sein aussi vaste que l'univers. Et peut-être qu'en bout de course, mes particules iront nourrir la soupe primitive d'un nouveau commencement. Voilà en théorie ce qui se passerait si nous pouvions explorer un trou noir. Mais comment en être sûr? Comment étudier ce que l'on ne peut pas voir?
On peut toujours étudier un phénomène, même lorsque celui-ci n'est pas directement observable. Prenez le Yankee Stadium. Que se passe-t-il à l'intérieur? Y a-t-il un match? Je ne vois pas le terrain, et encore moins les joueurs, les battes ou les balles. Mais je peux observer l'agitation qui règne autour du stade. Il se passe manifestement quelque chose. Ça semble évident, mais je peux en apprendre beaucoup rien qu'en observant les abords du stade. Et ces gens m'ont tout l'air de supporters. Eh bien, voilà comment on étudie les trous noirs, en observant les effets qu'ils produisent sur leur environnement. Quels sont ces effets? Comment un trou noir trahit-il sa présence? Juste avant la Seconde Guerre mondiale, 2 découvertes majeures viennent bouleverser l'astronomie. En 1931, Karl Jansky, ingénieur au laboratoire Bell, détecte de mystérieuses ondes radio provenant du fin fond de l'espace. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En installant des compteurs Geiger sur des missiles pris aux Allemands, des chercheurs découvrent que les rayons X abondent dans le cosmos. Ces avancées fournissent aux astronomes de nouveaux outils qui vont révolutionner la chasse aux trous noirs et étendre de manière spectaculaire notre perception de l'univers. Nos yeux ne perçoivent qu'une portion très étroite du spectre électromagnétique. Si on déroulait le spectre électromagnétique sur le pont de Brooklyn, le segment visible mesurerait moins d'1 mètre de long. Le rayonnement électromagnétique contient des ondes de fréquences très diverses. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La radioastronomie et les rayons X nous ont ouvert le ciel et nous ont permis de détecter des objets pâles ou invisibles émettant une énergie colossale auparavant insoupçonnée. Les astronomes se sont rendus compte que la voûte céleste, qui paraissait si tranquille, si calme, et dépourvue de la moindre activité hormis le mouvement des planètes, était en réalité chaotique. Les rayons X sont situés sur la portion la plus énergétique du spectre. Mais d'où vient cette énergie? Une chose est sûre, quelle qu'en soit la source, elle est invisible pour les télescopes optiques ordinaires et très chaude. Les rayons X sont émis par des objets dont la température atteint plusieurs dizaines de millions de degrés. L'une des premières sources de rayons X à attirer l'attention des astronomes s'appelle Cygnus X1. Cygnus, la constellation du Cygne. X pour source de rayons X et 1 parce que c'était la première. En 1970, Paul Murdin est un jeune astronome anglais qui tente de décrocher son prochain poste. J'étais chercheur à l'université. Mon contrat de 3 ans arrivait à son terme et je me suis dit, comment faire avancer la recherche sur ces objets? L'astronome travaille dans un château du XVe siècle entouré de télescopes. L'Observatoire royal de Greenwich. À l'aide du plus grand télescope d'Angleterre, il explore la région de la constellation du Cygne. Il décide de chercher des paires d'étoiles. On les appelle des étoiles binaires. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont très répandues. Bon nombre des étoiles visibles, peut-être la moitié, sont binaires, orbitant par paires sous l'effet de la gravitation. Paul Murdin s'interroge, existe-t-il des systèmes binaires où une seule des 2 étoiles est visible? Je me suis dit qu'il existait peut-être des systèmes composés d'une étoile ordinaire qui émettait de la lumière et d'une autre étoile qui émettait des rayons X. Les étoiles binaires sont reconnaissables au fait qu'elles orbitent l'une autour de l'autre. Paul Murdin se met donc en quête d'une étoile visible montrant des signes de mouvement.
Par moment, elle vient vers vous, par moment, elle s'éloigne. Par moment, elle vient, par moment, elle s'éloigne. Lorsque l'étoile se rapproche, sa lumière semble plus bleue, car sa longueur d'onde diminue. Et lorsqu'elle s'éloigne, elle semble plus rouge, car sa longueur d'onde augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Après avoir observé les variations de couleur de centaines d'étoiles dans la constellation du Cygne, l'astronome repère une candidate potentielle. Une étoile dont la luminosité varie, signe qu'elle se déplace. C'était clairement une étoile binaire, une étoile double. Elle se déplaçait et sa période de révolution était de 5,6 jours. Mais l'objet autour duquel elle tourne est invisible. Il n'y avait aucune trace sur le spectre d'une seconde étoile. On avait bien la première étoile, mais pas la seconde. Paul Murdin a trouvé un système binaire dans lequel une seule étoile est visible. Le second objet émet des rayons X, possède une masse et une gravité suffisantes pour entraîner la rotation d'une étoile, mais n'émet aucune luminosité. Pourrait-il s'agir du cadavre d'une étoile suffisamment massive pour avoir donné un trou noir? Pour savoir si Cygnus X1 était bien un trou noir, il fallait mesurer la masse de cette source de rayons X. Et cette masse doit être importante, au moins 3 fois celle de notre Soleil. Sinon, cela signifie que Paul Murdin a simplement trouvé une étoile à neutrons. Une étoile morte très dense, mais pas suffisamment pour former un trou noir. Il fallait absolument que cet objet invisible, source de rayons X dans le système Cygnus X1, soit beaucoup plus lourd, avec une masse supérieure à 3 masses solaires. D'après ses observations, Paul Murdin parvient à estimer la masse du partenaire invisible. La réponse s'est avérée être 6 fois la masse du Soleil. Il était donc possible que Cygnus X1 soit un trou noir. L'argument le plus probant étant que la masse de l'étoile invisible était supérieure à 3 masses solaires. Quand j'ai terminé mes calculs, je me suis dit, c'est un trou noir. Ce serait la toute première découverte d'un trou noir. C'est une allégation de taille, et Paul Murdin devra convaincre les sceptiques, à commencer par son directeur. L'astronome royal, Sir Richard Woolley, ne croyait pas au trou noir. C'est un effet de mode. Beaucoup de gens en parlaient en Californie. Il y avait beaucoup de gens bizarres là-bas, surtout des hippies. Des gens comme le physicien Kip Thorne. J'étais très stressé par l'ampleur de cette découverte. D'ailleurs, tout mon entourage l'était aussi. Avec ma collègue Louise Webster, nous avons savamment pesé nos mots en publiant nos résultats, parce que nous savions ce que les gens allaient dire. Si vous lisez notre article, vous verrez que le terme « trou noir » n'est mentionné qu'une seule fois, à la fin. Nous pensons que ce pourrait être un trou noir. L'article co-signé par Paul Murdin et Louise Webster est publié en septembre 1971. D'autres astronomes pensent aussi qu'il pourrait s'agir d'un trou noir, mais personne ne peut rien affirmer. 3 ans plus tard, Kip Thorne et le physicien anglais mondialement connu Stephen Hawking font un pari aujourd'hui devenu célèbre. On a parié sur la possibilité que Cygnus X1 soit un trou noir. Il s'agit surtout d'une plaisanterie, car les 2 scientifiques espèrent qu'il s'agit bien d'un trou noir. Mais Hawking, par superstition, choisit de parier le contraire. Stephen affirme que Cygnus X1 n'est pas un trou noir, et j'affirme que c'en est un. On a signé le pari en décembre 1974. Et petit à petit, les arguments en faveur du trou noir se sont multipliés. En juin 1990, Stephen est entré dans mon bureau en mon absence et il a apposé l'empreinte de son pouce sur le document pour me concéder la victoire. Quand je suis rentré de Russie, j'ai découvert qu'il avait reconnu sa défaite.
En 1990, les preuves faisant état de la masse de Sinus X1 suffisent peut-être à clore un pari entre deux amis. Mais la première estimation n'était pas assez précise pour faire autorité. Car pour calculer la masse de Sinus X1, Paul Murdin ne disposait que d'une distance approximative, à un facteur 10 près. La réponse précise n'arrivera que 20 ans plus tard, lorsque l'astronome Mark Reed s'intéressera à cette énigme. Mark Reed travaille au centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian lorsqu'il décide de prouver une bonne fois pour toutes que Sinus X1 est un trou noir en calculant sa masse exacte. Mais comment mesure-t-on la masse d'un objet invisible? Grâce aux lois établies par l'astronome allemand Johannes Kepler au début du XVIIe siècle, nous savons calculer la masse d'un objet céleste à partir de sa distance. En astronomie, la distance est fondamentale. Sans elle, on ne peut pas connaître la nature de l'objet. S'il s'agit d'une luciole très proche de nous, ou bien d'une étoile très éloignée, beaucoup plus grosse que le Soleil. Pour calculer la masse exacte de Sinus X1 et confirmer s'il s'agit bien d'un trou noir, Mark Reed doit d'abord déterminer sa distance. Mais comment mesure-t-on la distance qui nous sépare d'une étoile? Le secret réside dans un phénomène familier, la parallaxe. C'est ce que nos yeux et notre cerveau utilisent pour voir en 3 dimensions. Tendez le bras et levez l'index. Fixez-le, puis fermez un œil, le gauche par exemple. J'observe la position de mon doigt par rapport au mur face à moi. Maintenant, si j'inverse et que je ferme l'œil droit, mon doigt semble s'être déplacé par rapport à sa position initiale, tout simplement parce que nos yeux sont écartés et qu'ils n'ont pas le même angle de vision. Pour mesurer la distance d'un objet céleste à l'aide de la parallaxe, les astronomes utilisent l'orbite de la Terre autour du Soleil, afin d'obtenir 2 points d'observation distincts. Imaginez que Sinus X1 est ici, et que la Terre et le Soleil sont là-bas. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Au printemps, la Terre se trouve d'un côté du Soleil. On commence donc par observer Sinus 1 en nous alignant sur cet axe. 6 mois plus tard, la Terre passe de l'autre côté du Soleil et nous nous alignons alors sur ce 2e axe. On obtient ainsi un triangle formé par 3 points. La Terre, à 2 emplacements différents, et Sinus X1. On sait déjà combien mesure la base du triangle. C'est le diamètre de l'orbite terrestre. Grâce aux règles de géométrie, on sait que pour connaître la distance, il suffit de calculer l'angle au sommet du triangle. Reste à mesurer l'angle minuscule dont la pointe est Sinus X1. La trigonométrie nous permet de calculer sa distance et de là, de déduire une masse précise. Le concept est simple. Mais Sinus X1 est si loin de nous que l'angle à mesurer est infinitésimal. Une infime fraction d'1 degré. Il est plus petit que l'angle formé par le nez d'Abraham Lincoln sur un penny à San Francisco, vu depuis New York. Un seul télescope est incapable de mesurer un angle aussi faible. Mais l'équipe de Mark Reed a la solution. On prend 10 radiotélescopes disséminés dans tous les États-Unis, à Hawaï et à Sainte-Croix aux îles Vierges. On les utilise simultanément, puis on synthétise par ordinateur un télescope avec un diamètre identique à celui de la Terre, ce qui nous donne une résolution angulaire incroyable. Grâce à cette technique, l'équipe parvient à établir que Sinus X1 se trouve à 6000 années-lumière de nous. Cette nouvelle mesure de 6000 années-lumière nous permet de calculer une masse d'environ 15 masses solaires, donc très vraisemblablement un trou noir. 40 ans après avoir été identifié comme candidat potentiel, Sinus X1 est désormais largement considéré comme le premier trou noir confirmé.
L'article est resté confidentiel, mais le fait qu'il ait été co-signé par Louise Webster et moi-même a beaucoup fait pour nos carrières respectives. Suite à cette découverte, on m'a proposé un poste fixe. C'était une grande joie pour toute la famille. Tout s'est très bien passé pour moi, sans compter la satisfaction intellectuelle d'avoir résolu un problème. Après des années de spéculation, la science tient enfin un vrai trou noir. Un trou noir qui, en plus, émet des rayons X et qui dispose d'une étoile compagne. Si nous pouvions y aller à bord de mon vaisseau imaginaire, que verrions-nous? D'après les calculs de Mark Reed, Sinus X1 se trouve à 6000 années-lumière de la Terre. Sa masse est de 15 masses solaires, 15 fois la masse du Soleil. Sinus X1 est entouré par un disque d'accrétion, un nuage de gaz et de poussière situé en dehors de l'horizon des événements, le point de non-retour. Plus la gravité attire la matière vers le trou noir, et plus le nuage tourbillonne, comme l'eau qui se vide dans un lavabo. Au sein du disque d'accrétion, les particules les plus proches du trou noir atteignent la moitié de la vitesse de la lumière. C'est comme un accélérateur de particules spatiales. Mais pourquoi le trou noir émet-il des rayons X? En tourbillonnant, les particules entrent en collision et s'échauffent, atteignant plusieurs millions de degrés. À une telle température, les particules émettent des rayons X. Et ce sont ces rayons X qui ont conduit l'astronome Paul Murdin à étudier ce trou noir il y a près de 50 ans. Mais Sinus X1 présente une autre particularité. Il a une étoile compagne. Cette supergéante bleue tourne autour du trou noir en 5,6 jours. Son orbite est si proche que le trou noir lui arrache de la matière qui vient intégrer le disque d'accrétion. Une fraction de cette matière franchit l'horizon des événements pour être absorbée. Mais une fraction seulement. Une partie ressort et n'est pas engloutie par le trou noir. C'est un peu comme un bébé qui mange. La moitié des pâtes finit par terre ou au plafond, et une petite quantité seulement est avalée. L'une des caractéristiques les plus étonnantes et les plus énigmatiques de Sinus X1, ce sont ces énormes jets. Ces rayons de particules et de radiation sont éjectés par les pôles nord et sud du trou noir, perpendiculairement au disque d'accrétion. On est loin de tout savoir sur ces jets. Ils sont très concentrés et ultra puissants. Leur vitesse est proche de celle de la lumière et ils se propagent très loin dans l'espace. Lorsque des gaz atteignent de telles températures et émettent de la lumière, il y a aussi un peu de champ magnétique qui se forme autour d'eux. On ne comprend pas exactement comment, mais ces champs magnétiques aident à diriger la matière recrachée par le trou noir sous forme de jets très puissants qui expulsent la matière. Voilà à quoi ressemblerait Sinus X1 de près. Un trou noir en pleine expansion, avec d'immenses jets qui rejettent des particules très loin dans l'univers. C'est un peu comme un démon cracheur de feu. Il vacille, il explose. C'est une boule de feu très violente et très active. Ce qui n'était qu'une étrange curiosité mathématique est aujourd'hui bien réel. Après des décennies de doutes, les scientifiques acceptent que ces cadavres d'étoiles massives peuvent piéger la lumière, déformer l'espace et le temps, attirer la matière et l'accélérer à des vitesses vertigineuses. Les trous noirs sont une notion si radicale qu'on ne devrait pas y croire. Mais petit à petit, les preuves sont devenues de plus en plus probantes. On a découvert des choses fascinantes.
Au moins 20 trous noirs ont été découverts dans notre galaxie. Des binaires à rayons X, comme Cygnus X1. Il en existe probablement des millions d'autres, rien que dans notre galaxie. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Tout ce que les astronomes pensaient savoir sur les trous noirs, mais aussi sur l'univers lui-même, va être ébranlé par une découverte stupéfiante. Tout commence lorsque des radiotélescopes relèvent la présence de mystérieux points chauds émettant un rayonnement radio. Ils semblaient être émis par des étoiles. Parce que ces objets ressemblent à des étoiles, mais qu'ils ont été découverts au moyen de signaux radio, les astronomes les baptisent sources de rayonnement quasi-stellaire. Quasars. Mais s'agit-il vraiment d'étoiles? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre de quoi ces objets sont constitués. Les astronomes commencent par analyser leur rayonnement électromagnétique. Chaque élément de matière possède une signature spectrale unique. Par exemple, le carbone, l'hélium, l'hydrogène. Ces lignes indiquent la composition chimique d'une étoile. Mais le spectre d'un quasar s'avère incompréhensible. C'était du charabia. Toutes ces émissions semblaient provenir d'éléments inconnus. Qu'est-ce qui cloche? Il y a forcément un indice quelque part. Enfin, en 1963, Martin Schmidt, astronome à Caltech, découvre ce qui avait échappé à tout le monde. Il parvient à identifier dans le spectre du quasar l'empreinte de l'hydrogène. Il a remarqué un élément connu, mais au mauvais endroit. Les raies de l'hydrogène étaient totalement décalées vers le rouge. L'hydrogène est difficilement identifiable parce que ses raies d'émission sont très largement décalées vers les basses fréquences du spectre. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose. Le quasar s'éloigne de nous à une vitesse vertigineuse. Mais les astronomes n'ont encore jamais vu un décalage de lumière aussi extrême. Comme un son familier qui serait ralenti au point d'en devenir incompréhensible, la lumière des quasars subit un décalage tel que l'hydrogène est méconnaissable. Ce décalage dans le rouge signifie que les quasars s'éloignent de nous à des vitesses spectaculaires. Pourquoi? À cause d'un événement qui s'est produit il y a presque 14 milliards d'années, le Big Bang. Le commencement de l'univers. Depuis, notre univers est en expansion et il emporte avec lui tout ce qu'il contient, y compris les quasars. Personne n'avait jamais rien vu s'éloigner à une telle vitesse. Ce quasar était l'objet le plus lointain qu'on ait jamais observé, ce qui veut dire que sa luminosité était colossale. À 2 milliards d'années-lumière de nous, il émet à chaque seconde l'énergie de 1000 milliards de soleils. Qu'est-ce qui a pu créer un tel objet? Personne ne savait ce qui pouvait alimenter ces choses. D'où pouvait bien venir toute cette énergie? Les calculs montraient que la réaction ne pouvait pas être chimique, ni même nucléaire. Il est impossible qu'un quasar soit une étoile, car la fusion nucléaire est incapable de produire une telle énergie stellaire. Le seul moteur capable d'un tel exploit, c'est la gravitation. La gravitation. Au quotidien, on la surmonte facilement. Mais lorsqu'elle est concentrée à l'extrême par un trou noir, la gravitation peut être d'une puissance incommensurable. Quelques savants commencent à s'interroger. Les quasars tireraient-ils leur puissance de la gravitation?
Et si l'énergie qu'ils émettent venait des disques d'accrétion qui entourent les trous noirs? Pour produire autant d'énergie, autant de lumière, il faut forcément un trou noir. Mais pas n'importe quel trou noir. Quelle que soit cette source d'émission, elle était forcément très massive. À quel point? Des millions ou des milliards de fois plus massive que le Soleil. Des millions ou des milliards de fois plus massive que le Soleil? Sinus X1 ne représente que 15 masses solaires. Les trous noirs qui alimentent les quasars jouent dans une toute autre catégorie, celle des supermassifs. Ils semblent siéger au centre des galaxies. Qu'en est-il de notre Voie lactée? Y aurait-il un trou noir supermassif dans notre voisinage? Le centre de notre galaxie, où pourrait se situer l'un de ces géants, est à chercher dans la prolongation de la constellation du Sagittaire. Le Sagittaire n'est pas une constellation ordinaire. C'est dans sa direction que se trouve le centre de notre galaxie. Parce que nous vivons à l'intérieur de la Voie lactée, il nous est impossible de la voir comme le ferait un voyageur intergalactique. Grâce à ma fidèle machine imaginaire, je peux vous montrer à quoi elle ressemble. C'est une galaxie spirale, des centaines de milliards d'étoiles rassemblées dans un gigantesque disque. Elle est large, environ 100 000 années-lumière de diamètre, mais elle est relativement fine, seulement 1000 années-lumière d'épaisseur. Et la spirale dans tout son ensemble tourne lentement. Notre système solaire est ici. Et là, à 26 000 années-lumière de la Terre, se trouve le centre de la Voie lactée, vers le Sagittaire. Son cœur est très dense. Il y a des millions d'étoiles et beaucoup de poussière et de gaz. Voilà à quoi notre galaxie ressemble, vue de l'extérieur, grâce à ma technologie imaginaire. Mais depuis la Terre, lorsque nous regardons vers le centre, une bonne partie de la galaxie nous barre la vue. C'est pourquoi elle nous apparaît dans le ciel comme une bande blanchâtre d'étoiles et de poussière, une Voie lactée. Un trou noir supermassif se cache-t-il loin derrière toutes ces étoiles et ces poussières? Dans les années 90, des astronomes décident de résoudre ce mystère, de scruter notre Voie lactée pour découvrir si quelque chose se cache en son centre. André Aguez en fait partie. Elle s'attelle à une tâche monumentale, suivre la course d'étoiles individuelles en orbite autour du centre de notre galaxie. Cette expérience consiste à observer les étoiles qui orbitent autour du centre de notre galaxie. C'est-à-dire les étoiles les plus proches possibles du centre. Pour ce faire, il me faut le plus grand télescope auquel je puisse avoir accès. Et voici où il se trouve. Au sommet du Mauna Kea, un volcan endormi qui culmine à presque 4300 mètres au-dessus des plages hawaïennes. La haute altitude et le faible taux d'humidité en font un lieu idéal pour l'astronomie. André Aguez utilise les 2 télescopes de l'observatoire Keck, qui figurent parmi les plus grands au monde. Malgré leur taille, ils sont néanmoins confrontés au même problème que tous les télescopes terrestres, la distorsion atmosphérique. Imaginez que vous regardiez un caillou au fond d'une rivière. La force du courant va déformer l'image du caillou. De la même manière, les variations constantes de l'atmosphère terrestre dévient la lumière comme un miroir déformant. Pour compenser ces turbulences, l'observatoire Keck est le premier à utiliser une technologie militaire déclassifiée, baptisée optique adaptative. Pour commencer,
Un rayon laser est projeté vers le ciel afin de créer une étoile guide artificielle. Celle-ci est déformée par les turbulences atmosphériques. Mais l'ordinateur, qui sait à quoi elle est censée ressembler, ajuste le miroir du télescope en conséquence. Dans un miroir déformant, votre reflet est complètement tordu. Le principe de l'optique adaptative, c'est d'utiliser un second miroir de forme exactement opposée afin de rectifier l'image. Niché au cœur du télescope, le miroir déformable s'adapte jusqu'à 2000 fois par seconde afin de corriger la distorsion atmosphérique. On a ainsi obtenu les images du centre de la galaxie, les plus nettes qu'on ait jamais vues. La précision est telle qu'André Haguez parvient à distinguer individuellement chaque étoile proche du centre. C'est une avancée majeure pour l'astronomie. L'équipe entame ses relevés en 1995. Depuis, chaque année, on fait un relevé. On prend une photo. L'assemblage de ces clichés annuels crée une vidéo image par image des orbites stellaires. Et ce qu'elle révèle est extraordinaire. Les étoiles tournoient autour du centre de la Voie lactée à des vitesses vertigineuses. Certaines peuvent atteindre 10 000 km par seconde, c'est-à-dire 36 millions de km/h. C'est fulgurant. Pour atteindre cette vitesse, il faut que les étoiles orbitent autour d'un objet extrêmement massif. Il faudrait une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Quel objet pourrait faire 4 millions de fois la masse du Soleil et être totalement invisible? C'est la preuve qu'il y a un trou noir. Et pas n'importe quel trou noir. Un trou noir supermassif, silencieux et inactif, au beau milieu de notre galaxie. C'est à ce jour la preuve la plus probante de l'existence des trous noirs supermassifs. Pas seulement au centre de notre galaxie, mais dans l'univers. Un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires en plein milieu de notre Voie lactée. À l'échelle cosmique, c'est tout près de nous. Voilà qui soulève une question de taille. Car l'univers contient des milliards de galaxies. Alors si un trou noir supermassif siège au centre de la nôtre, et si les quasars trônent au centre de leur propre galaxie, qu'en est-il des autres? Y a-t-il des trous noirs au centre d'autres galaxies? Et si oui, est-ce fréquent? On n'en savait rien. Les astronomes peuvent-ils espérer découvrir un jour ce qui se cache au centre d'autres galaxies, à des millions d'années-lumière de nous, comme André Haguez l'a fait dans notre Voie lactée? Seule une nouvelle avancée technologique le permettrait. Quand le télescope spatial Hubble commence à transmettre des images très nettes de galaxies lointaines, une équipe d'astronomes se met immédiatement au travail. On les surnomme les Nukers, en référence au terme nucléus, le noyau des galaxies. Todd Lauer en fait partie. Étape 1, on prend une galaxie en photo avec le télescope Hubble. Le cliché montre la répartition des étoiles et la structure de la galaxie en très haute résolution. Pour savoir si un trou noir supermassif siège au centre d'une galaxie, il faut déterminer à quelle vitesse les étoiles de cette galaxie se déplacent. Mais les galaxies autres que la nôtre sont bien trop éloignées pour que nous puissions mesurer individuellement la vitesse de leurs différentes étoiles. Cependant, en analysant les variations de lumière du bleu au rouge dans diverses régions d'une galaxie, les astronomes sont en mesure de déduire la vitesse moyenne à laquelle les étoiles orbitent autour de son centre. Ils créent ensuite par ordinateur une réplique de la galaxie étudiée. Étape 2, et c'est là que les difficultés commencent. Faire une modélisation à partir de nos observations. On procède en construisant plusieurs modèles informatiques de galaxies. On appelle ça la méthode de Schwarzschild. Elle a été développée par Martin Schwarzschild, astronome à Princeton et fils de Karl Schwarzschild, qui avait théorisé l'existence des trous noirs. Martin Schwarzschild avait trouvé comme astuce de construire un modèle de galaxie
qui tenait compte de la répartition de la masse des étoiles, mais aussi de leur mouvement. Méthodiquement, pour chaque galaxie qu'ils observent, les Newkers bâtissent un modèle. Puis, par tâtonnement, ils ajustent les paramètres de masse et de vitesse pour tenter d'arriver à ce que le modèle coïncide avec les observations du télescope Hubble. On se dit, mettons une étoile ici, une autre là, faisons tourner celle-ci dans ce sens et celle-là dans l'autre. Et on recommence des milliers de fois jusqu'à établir une liste complète de toutes les orbites stellaires d'une galaxie donnée. Le but est que les observations du modèle correspondent en tout point à celles du télescope Hubble. Mais ils ne tombent jamais juste. Il manque quelque chose au modèle. On a eu beau recommencer un nombre incalculable de fois, sans trou noir au centre, eh bien, aucun modèle ne parvenait à expliquer nos observations. Ce n'est que lorsqu'ils ajoutent une gigantesque masse invisible au centre de la galaxie que les modèles coïncident enfin. Il a fallu presque systématiquement placer un trou noir au milieu. Les observations ne correspondent que si le modèle inclut un trou noir. Sur la bonne trentaine de galaxies étudiées par l'équipe, toutes ou presque requièrent un trou noir supermassif. Depuis, d'autres observations sont venues confirmer que ces géants sont indissociables des galaxies. Chaque fois qu'on a cherché un supermassif dans une galaxie, on l'a trouvé au centre. C'est une découverte stupéfiante. Les supermassifs, cette catégorie de trous noirs que les chercheurs n'avaient jamais anticipée, seraient en fait très répandus. Il y en aurait dans toutes les galaxies, y compris la nôtre. Prenez la galaxie M31, plus connue sous le nom de galaxie d'Andromède. Elle est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Par temps clair, on la distingue aisément dans le ciel. Mais même pour le télescope spatial Hubble, son centre reste flou. Nous soupçonnons pourtant qu'il s'y cache quelque chose de très massif. Et si nous pouvions nous en approcher? Et s'il était possible de visiter une galaxie très lointaine? Nous voici à la lisière d'Andromède. Nous en sommes encore trop éloignés pour voir ce qu'il y a en son centre. Seul un amas très dense d'étoiles est visible dans le noyau, signe qu'il y a peut-être un trou noir gigantesque à proximité. Quelques milliards d'années auparavant, celui-ci était sans doute entouré de gaz, d'étoiles et d'autres trous noirs plus petits. Il a peut-être alimenté un quasar, dévorant son environnement et émettant des radiations aveuglantes. Puis, au fil de centaines de millions d'années, il a absorbé tous les gaz et toutes les étoiles les plus proches. Actuellement, ce trou noir est relativement calme, mais il présente des caractéristiques inédites. Premièrement, il est colossal. Si on le déposait dans notre système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars seraient toutes prisonnières de son horizon des événements. Son diamètre est gigantesque, mais ce n'est rien comparé à sa masse, 100 millions de fois celle du Soleil. Et les ravages ne s'arrêteraient pas là. Jupiter serait condamné. Attirée inexorablement par le champ gravitationnel, elle finirait par être avalée par le trou noir. Saturne subirait le même sort. Les planètes externes survivraient peut-être, mais sans lumière et sans chaleur. La rotation du trou noir est très rapide. Elle déforme la trame de l'espace-temps. Comme toujours, l'horizon des événements n'est pas tangible. Rappelez-vous, ce n'est pas un objet, mais une limite relative qui dissimule l'intérieur du trou noir. Toutefois, le disque d'accrétion peut nous en apprendre beaucoup.
Il s'agit de l'anneau brillant de gaz et de poussière qui tourne autour du trou noir. Imaginez que nous puissions envoyer une armée de vaisseaux autonomes explorer le disque d'accrétion. Sa vitesse de rotation est prodigieuse, la moitié de la vitesse de la lumière. Si Jupiter allait aussi vite, son orbite autour du Soleil ne durerait que quelques heures. Cette zone autour du trou noir est une tornade cosmique. Notre armée est emportée par le tourbillon, un peu comme des capteurs lâchés en plein cœur d'une tempête pour mesurer la trajectoire des vents. Le vaisseau du milieu nous envoie des images. Il suit le leader comme une voiture de course sur la piste. D'où nous sommes, la très forte courbure de l'espace-temps autour du trou noir nous fait voir des mirages. Nous avons l'impression qu'il y a un disque d'accrétion tout autour de l'équateur et un autre autour des pôles. Mais ce n'est qu'une illusion. La gravité exercée par le trou noir est si intense que la lumière émise derrière lui est déviée, donnant l'impression qu'il y a un disque d'accrétion au-dessus et en dessous. En réalité, il n'y a rien autour des pôles, à part des rayons lumineux. C'est encore l'effet de lentilles gravitationnelles. En approchant de l'horizon des événements, le mirage gravitationnel serait si fort qu'un vaisseau, s'il regardait droit devant lui, finirait par se voir de dos, la lumière étant à jamais prisonnière de ce cercle. Voilà qui conclut notre exploration du trou noir supermassif au centre de la galaxie d'Andromède. C'était fascinant. Mais le plus époustouflant, c'est que rien dans la théorie mathématique ne permettait aux chercheurs d'imaginer des trous noirs aussi démesurés. Aussi étrange soit-il, les trous noirs stellaires ont au moins été prédits sur le papier. Les supermassifs, eux, sont un coup de théâtre. Les trous noirs de masse stellaire ont d'abord été imaginés d'un point de vue théorique. Puis on les a observés. Pour les trous noirs supermassifs, c'est l'inverse. On a d'abord observé des preuves de leur existence, et maintenant, on cherche à comprendre comment ces trucs ont bien pu arriver là. On sait déjà qu'une étoile peut s'effondrer sur elle-même et créer un trou noir ordinaire. Mais les supermassifs sont d'une toute autre catégorie. Sinus X1 a 15 fois la masse de notre Soleil. Le supermassif au centre de notre Voie lactée atteint 4 millions de masses solaires. Celui de la galaxie d'Andromède, 100 millions. Et si vous croyez qu'il est le plus massif de tous, détrompez-vous. Certains trous noirs atteignent 10 milliards, voire 20 milliards de masses solaires. Comment un tel ordre de grandeur est-il possible? Les supermassifs sont-ils les vestiges d'étoiles mortes? Cela semble très peu probable. On ne connaît aucune étoile 20 milliards de fois plus massive que le Soleil. On sait que les trous noirs nés de l'effondrement d'une étoile atteignent plusieurs masses solaires. Mais plusieurs millions de fois la masse du Soleil, il est impossible qu'une étoile en soit la source. Ces trous noirs supermassifs, des millions ou des milliards de fois plus massifs que le Soleil, ont-ils simplement grandi en absorbant leur environnement, tels des géants insatiables? Le plus fou, c'est que les trous noirs se nourrissent. Ils dévorent en permanence tout ce qui passe à leur portée. Et ils grandissent. Mais comment? Que mangent-ils? Et où le trouvent-ils? On pense que les trous noirs se développent par accrétion des gaz. Il y a beaucoup de gaz au centre d'une galaxie. Ces gaz vont se rassembler et former un disque d'accrétion. Le disque d'accrétion est constitué d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments sous forme gazeuse. Attiré par l'immense force gravitationnelle du trou noir, il tournoie et s'en rapproche inexorablement jusqu'à ce que le festin commence.
La matière située au plus près du trou noir va être attirée, puis accélérée jusqu'à atteindre l'horizon des événements. Et là, terminée. Les gaz qui franchissent l'horizon des événements disparaissent à tout jamais, absorbés par le trou noir. Ils viennent alourdir la masse du trou noir. Voilà donc une première façon qu'a un trou noir de se nourrir, en grignotant progressivement les gaz et les poussières. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Cygnus X1 arrache lentement les couches externes de son étoile compagne. Un processus qui devrait durer encore quelques milliers ou millions d'années. Et si un trou noir pouvait disloquer une étoile en l'espace de quelques années ou de quelques semaines seulement, ce serait un cataclysme. Et c'est ce que guette une équipe d'astronomes. Voici le centre de contrôle des opérations d'un télescope spatial. L'observatoire de rayons X Chandra. En orbite à 138 000 km au-dessus de nos têtes, le télescope Chandra capture des images en haute résolution des sources de rayons X. En voici une. Un phénomène furtif, mais d'une grande violence, qu'on appelle un transitoire. Il fascine James Gilliotson. Les supernovas. La destruction des planètes par leur étoile haute. Oui, je suis fasciné par la destruction au plan scientifique. James Gilliotson étudie un mystère découvert par un collègue, Da-Cheng Lin. Cette tache floue sur son écran est en réalité un gigantesque sursaut de rayons X photographié par hasard. Cette petite tache est apparue à l'arrière-plan. Vu la distance, sa luminosité est phénoménale. Pourrait-il s'agir d'un trou noir en train de naître suite à l'effondrement d'une étoile massive? Une supernova? Peut-être. Mais le rayonnement intense d'une supernova ne dure que quelques mois. Depuis combien de temps l'objet mystérieux émet-il des rayons X? Pour le savoir, les chercheurs examinent les clichés de cette même partie du ciel à des dates antérieures. 2015, 2011, 2008, juillet 2005, avril 2005. Aucun rayon X détecté. Le rayonnement est pourtant bien présent 3 mois plus tard. Et il persiste depuis plus de 10 ans. De juillet 2005 à aujourd'hui. C'est bien trop long pour une supernova. Alors, de quoi s'agit-il? Un trou noir qui n'absorbe aucune matière est inactif et totalement invisible. Il n'apparaît sur aucun télescope. Par contre, un trou noir actif, qui se nourrit de matière, émet des rayons X. Les chercheurs auraient-ils surpris un trou noir en train de dévorer un objet massif? Quel effet aurait-il sur son environnement proche? Qu'arriverait-il à une étoile qui s'aventurerait trop près? Le trou noir la disloquerait, couche par couche, jusqu'à l'avaler, tout entière. Rien à voir avec le lent grignotage de Cygnus X1. Ce trou noir est un ogre. Il engloutit l'intégralité de l'étoile en une dizaine d'années seulement. Un battement de cils à l'échelle cosmique. C'est la conséquence d'une rencontre fortuite. L'étoile malchanceuse est passée trop près et la gravité extrême exercée par le trou noir l'a déchiquetée. La force gravitationnelle s'intensifie à mesure que l'étoile approche du trou noir. Et à un certain stade, celle-ci commence à se déformer. On appelle ça une destruction par effet de marée. C'est un effet similaire à celui que la gravité lunaire exerce sur les océans de notre planète. Mais celui provoqué par les trous noirs est des milliards de fois plus intense.
et beaucoup plus destructeur. Il arrive qu'une étoile soit déchiquetée par un trou noir. On distingue alors un panache lumineux émis par le reste de matière de l'étoile. Mais une portion de l'étoile peut y échapper, comme nous le montre James Guillochon. Lorsque l'étoile est étirée par les forces de marée, une partie de sa matière vient alimenter le trou noir, tandis qu'une autre moitié tente d'y échapper. Tout ce qui se trouve à peu près au-dessus de ce point pourra peut-être quitter la galaxie. C'est vous dire à quelle vitesse ça va. Et tout ce qui se trouve sous ce point tombera dans le trou noir et, à terme, sera absorbé. Voici donc un troisième mécanisme par lequel un trou noir peut accroître sa masse. Contrairement à Cygnus X1, qui grignote lentement son étoile, ce trou noir absorbe une bonne partie de l'étoile en une seule bouchée. Mais qu'un trou noir se nourrisse rapidement en avalant la moitié d'une étoile, ou progressivement par accrétion, ce que les astronomes ne comprennent toujours pas, c'est comment les supermassifs ont pu devenir de tels monstres en aussi peu de temps. Le casse-tête commence avec les plus anciens des supermassifs, les quasars, ces objets très lumineux, très éloignés et donc très âgés, découverts au début des années 1960. Le problème, c'est la présence de ces quasars hyper lumineux dans un univers encore très jeune. Ils émettent tellement d'énergie qu'ils renferment forcément un trou noir supermassif en leur centre. Mais les quasars sont très éloignés, ce qui signifie qu'ils appartiennent à l'univers primordial, qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années. Des quasars lumineux 600 millions d'années après le Big Bang. C'est très tôt dans l'histoire de l'univers. Et ils sont titanesques. Ces trous noirs géants de plusieurs milliards de masses solaires auraient existé quand l'univers n'avait que 550 millions d'années. Ça pose problème. Comment sont-ils devenus aussi énormes aussi vite? Là, on touche aux limites possibles de la physique. Qu'un trou noir grignote ou engloutisse son repas, ce mécanisme qu'on appelle accrétion ne peut dépasser une certaine vitesse. La limite d'Eddington, d'après l'astronome anglais Arthur Eddington, empêche un trou noir de se nourrir trop vite en raison de la lumière éjectée par son disque d'accrétion. La lumière génère une pression. Les photons peuvent exercer une force sur les choses. On le voit dans les vents stellaires. La lumière repousse les gaz. Il y a donc une limite à la vitesse à laquelle un trou noir peut se nourrir avant que sa propre luminosité ne freine sa croissance. Étant donné cette limite, comment les quasars, ces jeunes supermassifs, ont-ils pu acquérir si vite de telles masses? Est-il possible de contourner la limite d'Eddington? Il y a quand même un problème de temps. Comment ont-ils pu atteindre des milliards de masses solaires? Quelles conditions pourraient permettre une croissance aussi rapide? Certains chercheurs s'interrogent. Existerait-il un processus qui permette de créer des trous noirs déjà très massifs dès leur naissance, qui partiraient avec un avantage au départ? S'il existait un mécanisme capable de faire germer un trou noir beaucoup plus massif dès l'origine, les questions de temps et de croissance seraient moins problématiques. Certains pensent qu'un nuage de gaz pourrait effectivement engendrer directement un trou noir. C'est ce qu'on appelle l'effondrement direct. Tout commence par des nuages de gaz constitués d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments, les matières premières nécessaires à la fabrication des étoiles. Les nuages les plus denses vont s'effondrer sur eux-mêmes. Cependant, toutes les zones du nuage ne s'effondrent pas à la même vitesse, ce qui provoque une fragmentation du nuage. Ces fragments vont s'effondrer jusqu'à ce que les atomes d'hydrogène s'assemblent,
que la fusion nucléaire commence et que des étoiles voient le jour. Mais que se passerait-il si un nuage de gaz géant s'effondrait sans créer d'étoiles? On s'est aperçu que dans certaines conditions très précises, il était possible qu'un grand disque gazeux se forme avant qu'aucune étoile ne naisse. Ce disque devient ensuite instable et sa masse se retrouve propulsée très rapidement vers le centre, ce qui crée un trou noir très massif. Ce phénomène, nous l'avons tous vu dans la nature, avec les tornades ou encore dans notre baignoire. Un vortex, mais à l'échelle supermassive. Dans votre bain, quand vous retirez la bonde de la baignoire, vous voyez l'eau tourbillonner très vite en formant un vortex. C'est la même chose. L'effondrement direct aurait permis à l'univers primordial de créer de très gros trous noirs à partir de gigantesques nuages de gaz, sans passer par la face de l'étoile. Grâce à leur masse de départ déjà très conséquente, ces trous noirs auraient bénéficié d'une avance considérable et auraient ainsi pu grossir très rapidement pour devenir les supermassifs qu'on observe aujourd'hui dans l'univers distant. En théorie, l'effondrement direct pourrait créer des trous noirs dont la masse initiale, celle de la graine qui leur donne naissance, serait 10 000 à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Ce serait effectivement leur masse de départ. L'effondrement direct explique peut-être la naissance des trous noirs supermassifs. Mais une question essentielle demeure. Quel rôle jouent-ils dans l'univers? Leur existence est-elle due au hasard? Ou bien ont-ils une influence sur la structure du cosmos? Les supermassifs ne sont jamais seuls. Ils semblent inséparables des galaxies. Rassemblant des millions, des milliards, voire des milliers de milliards d'étoiles liées entre elles par la gravité, les galaxies sont des composantes essentielles de notre univers. Les trous noirs supermassifs qui siègent en leur centre sont-ils indispensables à leur existence? On pense que toutes les galaxies, même celles pour lesquelles on n'a pas pu vérifier, ont un trou noir supermassif en leur centre. On les voit comme des phénomènes étranges, mais ils sont peut-être une composante indissociable des galaxies et de l'univers. On en est très vite arrivé à se dire qu'il y en avait probablement au centre de chaque galaxie. Ce n'est possible que s'il existe une relation symbiotique entre l'évolution d'une galaxie et le trou noir supermassif qu'elle renferme. Quelle est au juste la nature de cette relation? L'un des indices qui pourrait nous permettre de le savoir est la taille. Plus la galaxie est grande, plus son trou noir semble massif. Les trous noirs galactiques seraient donc liés à la dimension de leur environnement. Mais lequel est arrivé en premier? La galaxie ou le trou noir supermassif? Ce n'est pas si simple. Leur développement serait simultané. On voit mal comment l'un pourrait se former puis affecter l'autre. On pense que le processus qui donne naissance à l'un crée systématiquement l'autre et qu'il existe un mécanisme d'alimentation mutuelle entre le trou noir et la galaxie qui synchronise leur évolution. Les galaxies grandissent en créant de nouvelles étoiles à partir des nuages d'hydrogène. Les gaz sont le carburant qui donne naissance aux étoiles, comme l'essence est le carburant de nos voitures. Lorsqu'il n'y a plus de gaz, il ne peut plus y avoir de nouvelles étoiles. Les trous noirs supermassifs auraient-ils une incidence sur la formation des étoiles? Lorsqu'un trou noir avale de la matière, il restitue à la galaxie une quantité phénoménale d'énergie. On pense qu'une partie de cette énergie réchauffe les gaz. Or, des gaz trop chauds ne peuvent plus former d'étoiles. La chaleur générée par un trou noir en pleine croissance empêche que des étoiles se forment à proximité. Un trou noir peut donc influencer l'évolution de sa galaxie hôte en freinant la formation des étoiles.
Ce qui veut dire que la croissance du trou noir détermine si sa galaxie stagne ou grandit. Les trous noirs ont des phases de boulimie et des phases de repos. C'est par ce mécanisme qu'ils agiraient sur la formation des galaxies ainsi que sur leur stabilisation. Il se pourrait donc que les supermassifs contrôlent l'architecture de l'univers. Pas tellement par leur taille, mais par la manière dont l'énergie qu'ils émettent façonne les galaxies. En termes de masse, si on additionne tous les trous noirs de l'univers, les stellaires, les supermassifs et les hypermassifs, ils ne représentent rien. Par contre, l'énergie, celle que les galaxies reçoivent et le moment où elles le reçoivent, est directement contrôlée par le trou noir central. De ce fait, leur rôle dans le cosmos pourrait être fondamental. En 2020, la NASA devrait lancer le télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais construit. Conçu pour regarder dans l'infrarouge, il pourra remonter dans le temps beaucoup plus loin que Hubble et observer les premières étoiles et galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Ce télescope pourrait résoudre bon nombre des mystères qui planent sur les premiers trous noirs supermassifs. Le télescope spatial James Webb est calibré pour observer l'univers primordial à l'époque où les galaxies se sont formées. Il pourrait nous aider à comprendre comment notre galaxie s'est retrouvée avec un trou noir supermassif en son centre. La technologie progresse très vite et nous offre de nouveaux outils pour explorer l'univers. Nous vivons dans l'âge d'or de l'astronomie. Le télescope James Webb n'est pas le seul à nous promettre de percer certains secrets des trous noirs. Une équipe de scientifiques emmenée par Shep Dollman veut tenter l'impossible, photographier un trou noir. C'est déjà formidable qu'on puisse un peu étudier le flux d'accrétion autour du trou noir. Si cette linéarité subsiste en partie, on saura peut-être comment l'interpréter. Le projet s'appelle le télescope Event Horizon. L'objectif du télescope Event Horizon, c'est de voir l'invisible, de mettre en lumière ce que la science, depuis des décennies, qualifie justement d'inobservable, un trou noir. Les astronomes ciblent Sagittarius A, le supermassif au centre de notre Voie lactée. Ils utilisent un réseau mondial de radiotélescopes. Il faut qu'il fasse beau au-dessus de 8 télescopes différents dans le monde. Ce n'est pas évident. Mais si les trous noirs sont invisibles, qu'espèrent-ils photographier exactement? On espère photographier l'ombre. Lorsque les gaz tournoient autour du trou noir et qu'ils finissent par atteindre l'horizon des événements, une silhouette se dessine. Une ombre au contour très net au centre de la lumière. En fait, ça devrait ressembler à un donut, avec un trou bien délimité. Voilà la photo qu'on veut prendre. L'équipe a effectué ses premières observations et analyse actuellement les données. On espère que ces nouvelles technologies nous offriront une perspective inédite sur les trous noirs de notre univers. Mais une technique novatrice montre déjà des résultats. Retournons ici, à l'observatoire LIGO, un acteur clé dans l'histoire des trous noirs, très en avance sur son temps, car à la recherche des ondes gravitationnelles. Dans sa théorie de la relativité générale sur la gravitation, Einstein prédit que lorsqu'un objet se déplace, il crée des ondulations dans l'espace et le temps, une déformation de la trame de l'espace. L'une des grandes quêtes de la physique du XXe siècle était de parvenir à détecter ces ondes gravitationnelles.
C'était compliqué avec la relativité générale, parce que les effets escomptés étaient infiniment petits et donc très difficiles à mesurer. L'idée est simple. En parvenant à mesurer les ondes gravitationnelles, on confirmera les prédictions d'Einstein. Et, avantage non négligeable, on pourra peut-être aussi prouver l'existence des trous noirs. Et comprendre enfin comment les supermassifs se sont formés. Mais comment détecter les ondes gravitationnelles? En 1970, ce problème attire l'attention d'un jeune physicien expérimental, Ray Weiss. Il a le profil idéal pour chercher des ondes gravitationnelles. Depuis des dizaines d'années, il étudie des ondes beaucoup plus familières, les ondes sonores. Nous étions des immigrés juifs allemands, et beaucoup de nos amis adoraient la musique. Ray Weiss s'est consacré à déceler les plus subtiles nuances de la musique enregistrée. Ces disques avaient un gros problème. Quand la musique était forte, le son était merveilleux. Mais quand elle était plus basse, on n'entendait plus qu'un chut, un sifflement. C'était pénible. Ce qu'il apprend en tentant d'éliminer ces bruits parasites, il le met à profit plus tard, lorsqu'il décide de partir à la recherche des ondes gravitationnelles. Il faut comprendre comment une onde gravitationnelle fonctionne. D'un point de vue physique, les ondes gravitationnelles sont assez similaires aux ondes sonores. Imaginez que l'onde soit émise par un objet qui bouge et qui oscille. Une onde sonore contracte et dilate l'air. Une onde gravitationnelle contracte et dilate l'espace et tout ce qu'il contient. Si cette onde traversait la Terre, elle ferait se dilater momentanément l'espace, avant de le faire se contracter à nouveau. Et ce, en permanence. Ça ferait blip, blip, blip en continu. Alors comment mesurer ces minuscules contractions et dilatations de l'espace? Ray Weiss a l'idée d'utiliser la lumière. Il projette un faisceau lumineux d'un endroit à un autre et il mesure le temps de trajet de la lumière. C'est comme ça qu'on a calculé la distance exacte de la Lune à la Terre, en dirigeant un faisceau laser vers un miroir laissé sur le sol lunaire par les astronautes d'Apollo 11. La durée de l'aller-retour a permis aux chercheurs de calculer la distance Terre-Lune. Ray Weiss met au point un instrument ingénieux qui utilise des lasers et des miroirs pour détecter les faibles dilatations et contractions de l'espace au passage d'une onde gravitationnelle. On appelle ça un interféromètre laser. Un faisceau laser est dirigé vers un séparateur. Une moitié du faisceau continue tout droit vers un miroir, tandis que l'autre est dirigé vers un autre miroir. Les miroirs renvoient les deux faisceaux qui se rejoignent sur un détecteur. Lorsque la distance parcourue par les deux rayons laser est rigoureusement identique, le système est conçu pour que les deux faisceaux s'annulent. Le détecteur ne voit rien. Le piège pour mesurer l'onde gravitationnelle est en place. Imaginons qu'une onde gravitationnelle arrive sur la structure. Si une onde gravitationnelle traverse l'instrument, elle modifie brièvement la longueur des deux bras. Les faisceaux sont alors légèrement décalés et ils ne s'annulent plus. Au passage d'une onde gravitationnelle, le détecteur reçoit de la lumière. Le piège s'est refermé. Voilà l'idée de base, rien de bien compliqué. Une idée brillante et en principe simple. Mais le diable, comme le prix Nobel, est dans les détails. Car le décalage entre les deux bras devrait être vraiment infime. Infime comment? Prenez un atome. C'est plus petit que ça. Réduisez d'un facteur de 100 000, vous obtenez le noyau d'un atome. C'est plus petit que ça. 100 fois plus petit que ça. Je vous parle de quelque chose de vraiment tout rikiki. C'était de la folie.
Je crois qu'au début, tout le monde s'est dit « c'est infaisable ». En 1973, Kip Thorne expose ses doutes dans un ouvrage devenu une référence. Il est convaincu que l'expérience ne marchera jamais. Mais Ray Weiss ne lui a pas encore expliqué son plan en détail. Et quand il le fait, On a passé la nuit à discuter. Je lui ai dit, non, c'est tout à fait faisable. En très peu de temps, une demi-heure tout au plus, Kip a parfaitement compris l'idée. Et il a dit, ouais. J'ai mangé mon chapeau pendant presque toute ma carrière, car après cette discussion avec Ray, je me suis engagé à consacrer une grosse partie de mon temps à aider les expérimentateurs. il faudra 40 ans et des sommes astronomiques pour que Ray Weiss et Kip Thorne concrétisent leur vision. Le financement de l'observatoire LIGO a donné lieu à de nombreuses controverses. Des centaines de millions de dollars destinés à détecter un signal que personne n'avait encore jamais vu. Beaucoup craignaient que LIGO ne soit qu'un vaste gouffre financier. Ça a été houleux, mais il y avait un point sur lequel tout le monde était d'accord. Ce serait infiniment compliqué. Avec un instrument aussi sensible, il reste un obstacle majeur. Le vieil ennemi de Ray Weiss, les parasites. Les vibrations, les mouvements sismiques, les bruits acoustiques, les sons. Tout ça pouvait faire bouger les miroirs. Il s'avère que même le vide le plus total peut engendrer un problème de taille. Car à l'échelle subatomique, l'étrange imprévisibilité du monde quantique provoque d'importantes perturbations sur les miroirs. Le bruit quantique est dû aux fluctuations quantiques. Les miroirs font la même chose qu'un électron au sein d'un atome. Ils vibrent. Une sensibilité extrême, un vide total, des centaines de milliers de circuits électroniques. LIGO compte parmi les instruments les plus complexes de toute l'histoire de la science. Et pour s'assurer de bien éliminer tout faux signal, l'équipe est allée jusqu'à construire 2 installations complètes. La première, dans l'État de Washington, et la seconde en Louisiane. Les concepteurs ont bien fait les choses. Ils ont bâti 2 détecteurs, séparés l'un de l'autre par une très grande distance. Comme ça, si l'un détecte quelque chose, mais pas l'autre, mieux vaut revérifier l'électronique, voir si ce n'est pas un poisson d'avril ou si quelqu'un n'a pas tripoté les boutons. Début de l'automne 2015. Les 2 détecteurs sont opérationnels, mais n'ont pas encore été officiellement mis en route. Les installations sont toujours en phase de test. À l'aube du dimanche 14 septembre 2015 en Louisiane, un chercheur prend une décision qui va bouleverser la science. Robert Scofield a travaillé tout le week-end aux derniers étalonnages. Il n'a plus qu'un seul test à faire. Mais il est tard, et l'équipement se montre récalcitrant. Il devait être environ 4 heures du matin, et il nous restait encore une bonne heure de travail. Je me suis dit, rien ne veut fonctionner, et je suis épuisé. Tant pis pour la dernière heure, on ne la fait pas. Il rentre chez lui. 40 minutes plus tard, alors que le silence règne dans l'installation, un événement historique se produit. Une puissante onde gravitationnelle traverse les 2 détecteurs en Louisiane et dans l'État de Washington. Si Robert Scofield avait travaillé 40 minutes de plus et maintenu les instruments en mode test, ce signal, qui a mis 1,3 milliard d'années pour nous parvenir, n'aurait jamais été enregistré.
Je dis souvent qu'une de mes plus grandes contributions à LIGO a été ma paresse cette nuit-là. J'ai reçu un email me disant « Hey, regarde à cette adresse sur le web ». J'ai regardé et je me suis dit « Ben, Le signal était si fort qu'on le voyait à l'œil nu dans les données. C'était trop beau pour être vrai. Mais c'est pourtant vrai. Le signal est fort et étonnamment clair. comme s'il chantait, clair et net. » Le signal a duré moins d'une seconde. Mais dans ce laps de temps, il nous transmet un message venu du fin fond du cosmos, vieux de plus d'1 milliard d'années, et qui prouve l'existence des trous noirs. Le signal montrait des oscillations des miroirs, d'abord lentes, puis de plus en plus rapides. C'est très exactement le genre de comportement qu'on attendrait d'ondes gravitationnelles provoquées par 2 trous noirs qui se tournent autour dans une spirale infernale. 2 énormes trous noirs. Le premier de 29 masses solaires, l'autre de 36 masses solaires, se sont tournés autour des centaines de fois par seconde jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Ils ont fusionné, créant un nouveau trou noir plus gros de 62 masses solaires. La violence de la collision a converti une partie de la masse en une explosion d'énergie cataclysmique d'une puissance jamais vue. La collision a déclenché un véritable ouragan dans la trame de l'espace-temps. C'est comme si on prenait 3 soleils, qu'on les annihilait totalement et qu'on convertissait leur puissance en ondes gravitationnelles. L'énergie libérée était 50 fois supérieure à celle de toutes les étoiles de l'univers. Et ce, en une fraction de seconde. C'est l'explosion la plus puissante dont nous détenions la preuve à ce jour, depuis le Big Bang. Depuis ce tout premier signal, en septembre 2015, LIGO a détecté plusieurs autres collisions de trous noirs. En octobre 2017, Ray Weiss, Kip Thorne et l'ancien directeur de LIGO, Barry Barish, ont reçu le prix Nobel. Les découvertes de LIGO prouvent que les trous noirs peuvent fusionner et ainsi gagner en masse très rapidement. Les preuves toujours plus nombreuses de ces fusions indiquent qu'il existe beaucoup de trous noirs stellaires qui se rencontrent et qui fusionnent. C'est une découverte qui a inauguré une toute nouvelle manière d'observer l'univers. On a toujours considéré l'astronomie comme un champ d'observation des rayonnements. On voyait les choses. Mais là, ce n'est pas un rayonnement. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ce sont des vibrations de l'espace-temps. Maintenant, on peut écouter l'univers. Pour la toute première fois, les astronomes ont simultanément vu et entendu un événement cosmique. En août 2017, l'observatoire LIGO a détecté les ondes gravitationnelles générées par la collision de 2 étoiles à neutrons. Les trous noirs sont un trou dans l'espace. Mais les étoiles à neutrons sont des étoiles mortes très denses qui peuvent entrer en collision et illuminer le ciel. Lorsque les télescopes et les satellites du monde entier se sont tournés en direction du son, le monde a vu un véritable feu d'artifice, une explosion colossale suivie d'une lumière résiduelle. Il se peut que cette collision ait donné naissance à un nouveau trou noir. Mais à moins de pouvoir observer la création d'un trou noir, beaucoup de questions resteront sans réponse.
Trop d'éléments sont irrémédiablement hors de notre portée, et nous ne saurons jamais d'où viennent les trous noirs, ce qu'ils contiennent, ni quel est leur passé. Mais nous pouvons toujours imaginer leur avenir. Le nombre de trous noirs dans l'univers ne fait qu'augmenter, de même que leur taille. Les étoiles s'effondrent, les trous noirs engloutissent la matière et fusionnent. De nouveaux trous noirs se forment. Est-il possible qu'un jour, toute la matière soit avalée et que les trous noirs règnent sur l'univers? Des milliards d'années plus tard, lorsque la dernière particule de matière aura franchi leur horizon des événements, les trous noirs eux-mêmes pourraient s'évanouir et disparaître à tout jamais de cette réalité. Ils sont très mystérieux, et nous commençons tout juste à percer certains secrets de ces lieux étranges et destructeurs. Mais une chose est sûre, les trous noirs continueront à nous intriguer, à nous fasciner et à défier aussi bien nos connaissances scientifiques que notre imagination.